Alors, je vous propose maintenant de passer aux différentes grandes innovations qui nous semblent clés pour booster One Health. Donc, je vais appeler Marc Bonnet. Est-ce qu'il est arrivé? Non, il n'est pas arrivé. Parce qu'il avait une assemblée générale aujourd'hui, non, ou un conseil d'administration, et du coup, il est un peu en retard. Donc, il va être représenté par sa collègue Anne Pigère. De la filière CRC. Ensuite, vous avez Arnaud Lagriffoul, qui est ici, responsable développement durable de la société 200 Gosses. Claire Rogel Gaillard, directrice scientifique adjointe agriculture pour INRAE. Et puis Driss Aitmani, expert e-santé pour Enovacom Orange. Alors, merci beaucoup de remplacer Marc au pied levé, du coup. Ouais, on a espéré qu'il pourrait nous rejoindre jusqu'au dernier moment, mais en fait, le conseil s'est terminé un peu plus tard que prévu. Okay. Donc voilà, bon. Je prends la suite. Eh ben, merci d'être là. Et puis, du coup, on a la parité autour de cette table ronde, donc c'est pas plus mal. Un petit clin d'œil à Gabriel qui me regarde du fond de la salle. Donc, comme je le disais, quelles innovations pour booster One Health? Comme je le disais dans ma présentation initiale, les innovations qu'on a identifiées comme étant vraiment clés, elles sont dans deux familles différentes, numérique et le vivant. Pour faire court. Et donc, la filière CRC, c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette filière, donc de filière céréalière de culture raisonnée, contrôlée, certifiée, qui en fait permet à un certain nombre de partenaires dans une filière d'être rémunérés pour leurs bonnes pratiques d'agriculture raisonnée, avec un impact environnemental et un impact économique, donc santé environnementale, santé économique, qui soit positive. Donc je vous donne la parole en premier. Du coup, puisqu'on prend le même système que dans la première table ronde, on part vraiment du terrain, et je pense que c'est vous qui êtes sans doute le plus proche des agriculteurs. Effectivement. Alors nous, on est une filière qui existe depuis 30 ans, qui travaille une agriculture raisonnée avec un cahier des charges avec une certification conformité produit, hein, une CCP, donc obligation de moyens et de résultats. On en a des plans d'analyse internes, externes, on a un organisme certificateur externe, Bureau Veritas, hein, qui vérifie la bonne application du cahier des charges. Et on travaille avec à peu près 3500 agriculteurs, 35 organismes stockeurs répartis sur l'ensemble du territoire, des meuniers, plus de 50 meuniers qui travaillent avec plus de 4000 boulangers, des industriels qui transforment les produits et des distributeurs en fin de boucle. Donc vraiment du producteur au consommateur, avec principalement du blé, sur lesquels on essaye d'avoir des pratiques. Alors je me retrouve beaucoup dans ce dont parlait Adeline, hein, d'avoir des pratiques les plus rationnelles et les plus raisonnées possibles. On a une évaluation, nous, des produits phytosanitaires. Il y en a certains sur lesquels on impose des restrictions qui ne sont pas utilisables ou avec des conditions très particulières, de manière à limiter l'impact sur la santé humaine, sur l'environnement, de manière globale, et avec quand même un objectif de santé économique des exploitations, donc de pouvoir produire un blé de bonne qualité technologique et sanitaire. Donc on utilise des phytos, on utilise des fertis, mais de manière raisonnée. Et on a une traçabilité, parce qu'elle est obligatoire, mais on a une traçabilité qu'on va avoir un peu plus poussée, et on développe, ça fait partie donc des sujets sur lesquels on a échangé, un outil qui s'appelle Traçablé, qui permet donc de digitaliser la traçabilité qui, pour encore beaucoup, peut être en partie papier ou dispersée sur différents outils. Nous, on essaye d'unifier toutes les données avec cet outil, donc on développe en partenariat avec un partenaire. Parler de start-up, c'est pas tout à fait une start-up, mais Crystal Chain, qui est une société qui est spécialisée en traçabilité. En utilisant la blockchain. Exactement, de manière à vraiment interopérer les données, avoir une logique de traçabilité sur toute notre chaîne de production. On est 100% français, je ne l'ai pas dit au début, mais on est vraiment cette logique, hein, avec beaucoup d'acteurs qui travaillent en local, c'est aussi important. Et à partir de ces données de traçabilité, qui sont des données très spécifiques, on voudrait travailler l'empreinte carbone de la filière et plus largement, parce qu'on ne veut pas se limiter à la filière, mais des adhérents avec lesquels on travaille, et donc d'essayer d'améliorer notre empreinte, toujours dans cette logique de
production raisonnée, avec le meilleur impact sur l'environnement, la santé humaine, la santé de l'écosystème. Et on parle, nous, de bon pour l'homme et bon pour la nature. C'est le slogan depuis du One Health. Voilà, exactement. Donc, ces différents critères qui sont certifiés, qui sont suivis, tracés du champ à l'assiette, en fait, c'est de la biodiversité, c'est de l'usage de produits phytosanitaires, c'est l'empreinte carbone avec des calculs de bilan carbone. Exactement. Et tout cela est transmis de maillon en maillon jusqu'au consommateur. L'objectif, c'est de faire ça. Pour l'instant, évidemment, on y va progressivement. Hein. On commence par la traçabilité. On travaille le carbone. On est en train de commencer à travailler ce projet-là avec les premiers adhérents qui s'intéressent au sujet. Et l'objectif, effectivement, c'est d'avoir ce travail en chaîne, comme on le fait pour la production, pour la traçabilité et le carbone. Voilà, c'est vraiment la logique d'essayer de mettre en place ça dans une optique d'amélioration, toujours améliorer ce qu'on fait déjà bien, mais de l'améliorer encore. Et donc, il y a cet objectif aussi de massification de l'impact. Hein. Je crois que c'est 12% du blé tendre aujourd'hui. On représente, selon effectivement les maillons, si c'est au niveau de la production agricole ou des produits finis, on a entre 10 et 15% des blés à destination de la consommation humaine, hein, parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de blés qui vont en nutrition animale. Donc nous, on est vraiment sur le créneau de l'alimentation humaine et même plus spécifiquement du blé qui est utilisé pour faire du pain, des biscuits. Donc c'est des blés qui ont une qualité technologique assez élevée. Il faut quand même des blés, on a entre autres des blés de force, mais des blés qui sont de qualité supérieure, on va dire. Mais 10 à 15%, c'est pas rien. Non, non, effectivement, on est représentatif. On est très connu en B2B, moins au niveau du grand public, mais effectivement, on représente quand même des volumes qui sont conséquents au niveau de la Ferme France. Avec un objectif de développement jusqu'à quel pourcentage? Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette ambition de se développer pour être aussi, on va dire, incontournable, pour avoir cette force, cet impact plus fort, parce qu'on a des ambitions. Vous le disiez, nous, on est dans une logique de progrès, d'amélioration. Une des grandes spécificités de la filière CRC, quand elle s'est lancée, c'était un stockage sans insecticide. Aucun insecticide de stockage, que par de la ventilation, du refroidissement, pour éviter le développement des insectes dans les silos. Le développement des insectes dans les silos, c'est très nocif pour le grain. Ça l'abîme, ça le contamine, enfin bref. Donc, pour lutter contre les insectes, des insecticides, sauf que le problème, c'est que ces insecticides qui étaient utilisés le plus tardivement dans la chaîne, c'est ceux qu'on retrouvait le plus dans l'alimentation après dans les produits. Donc on a eu un travail pour l'éliminer. Ce travail au départ, c'était quelque chose qui semblait à certaines personnes impossible. C'est très compliqué. Finalement, ça s'est fait et maintenant, c'est quasiment une norme. Énormément de produits sont maintenant stockés sans insecticide de stockage. Donc, on voit bien que quelque chose qui, au départ, semble compliqué peut devenir quelque chose de normal au bout de quelques années. Donc, on est vraiment dans cette logique de dire il y a des progrès. On peut les faire petit à petit en participant tous, en travaillant ensemble. Et pour ça, effectivement, on pense que si on arrivait à atteindre peut-être 20-25% du marché, on aura une force plus d'impact pour ça, pour essayer de continuer à progresser et faire progresser les filières de manière globale. Voilà, donc c'est intéressant de mettre l'accent aussi sur ces usages de produits phytosanitaires. C'est pas uniquement au niveau de la production agricole dans les fermes, mais c'est aussi au niveau du stockage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir à la fois un produit qui est sans insectes et sans insecticides, au bout du compte. Il faut arriver à gérer avec des bonnes pratiques de la ventilation, du refroidissement, etc. Donc voilà, les pratiques et les techniques permettent en fait d'avoir une qualité sanitaire satisfaisante tout à fait. Au bout du compte. Arnaud Lagriffoul, je vais vous passer la parole. Donc vous représentez une entreprise que tout le monde attend ici, du coup, finalement, puisque vous êtes apporteur de solutions biosourcées, justement pour compléter ou voire substituer un certain nombre de produits phytosanitaires issus de la chimie de synthèse. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? C'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On parle beaucoup du plan Ecophyto ces dernières semaines.
Oui, merci. Donc, en effet, je représente la société de Sangos, qui est une société française à dimension internationale, qui est spécialisée donc dans la fabrication et la mise en marché de biosolutions. Les biosolutions, vous les avez présentées tout à l'heure, c'est de la biofertilisation, des biofertilisants, des biostimulants. C'est aussi du biocontrôle pour remplacer les produits phytosanitaires, on va en parler, des adjuvants, la phytothérapie aussi, traiter par les plantes, traiter les plantes, soigner les plantes par les plantes elles-mêmes. Et on met en marché aussi différents outils du numérique, des OAD, de l'agroéquipement, en accompagnement de nos solutions. Alors on est une société un petit peu particulière, on reste une petite société à l'échelle internationale, 1000 personnes. Notre particularité, c'est qu'on est complètement autonome depuis 1989, date du rachat de la société par ses salariés. Donc on maîtrise notre capital et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la main sur notre stratégie, sur notre ambition. Donc cette stratégie que l'on s'est fixée, c'est d'accompagner la transition agroécologique dans les exploitations agricoles en essayant de remplacer les intrants chimiques agricoles par des solutions biosourcées, à commencer par les produits phytosanitaires en les remplaçant par du biocontrôle. Alors, c'est pas simple, on a un certain nombre de succès à notre actif, mais ça reste compliqué, sauf rare exception. C'est comme en médecine, on ne substitue pas un traitement chimique par du biocontrôle sans adaptation à périmètre constant, c'est-à-dire sans changer ses pratiques culturelles. C'est assez compliqué. Le biocontrôle, ça se combine. On est sur des approches combinatoires. On va associer du biocontrôle avec d'autres leviers alternatifs que sont la génétique, des variétés résistantes, du numérique, des OAD. On revient à l'agronomie, de la prophylaxie. Il faut aussi avoir une vigilance plus déployée sur la surveillance des maladies et des ravageurs. Donc ça nécessite une combinaison de solutions. Finalement, ce qu'on demande à l'agriculteur, c'est pas simple. On lui demande de remplacer une solution unique qui est efficace dans de nombreuses situations par une combinaison de solutions dont le périmètre est à géographie variable. C'est un peu comme si on vous demandait tous les matins d'aller à votre travail dans différents bureaux, en remplaçant votre trajet en voiture par un même trajet, mais qui va combiner marche à pied, vélo, tram, trottinette, etc., avec un objectif de résultat qui est d'arriver à l'heure, et quelles que soient les conditions climatiques. Donc, c'est pas simple. Hein. Cette combinaison de solutions, elle est à géométrie variable. Une année sur l'autre, ça peut être différent. Donc, c'est pas simple pour l'agriculteur. Donc, cette transition agroécologique, c'est en fait, pour l'image, un escalier à monter. Et on ne monte pas 5 marches d'un coup. Si on monte 5 marches d'un coup, on tombe. Et généralement, quand on tombe, on ne se relève pas tout de suite. Donc, il faut rester raisonnable. On monte une marche après l'autre. Et à chaque marche, on se remet en cause, on expérimente, on teste, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on progresse. Donc, en fait, c'est ça l'enjeu. C'est ça qui est compliqué, c'est que s'engager dans la transition, c'est une prise de risque, en fait. Changer ses pratiques, changer ses outils, c'est une prise de risque pour l'agriculteur. C'est ça. À chaque marche supérieure, il y a une prise de risque. Et donc, il faut accompagner cette prise de risque. Et c'est justement un des leviers principaux aujourd'hui pour que les agriculteurs montent en puissance sur cette transition, sur le biocontrôle notamment, c'est qu'il faut accompagner cette prise de risque et que l'agriculteur ne doit pas seul prendre ce risque-là. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire devraient prendre une partie de ce risque à sa charge. Donc, ce que l'on fait, nous, ce qu'on a fait chez Dosangos, et ce que font aussi nos confrères, c'est que, en fait, on a positionné nos biosolutions de manière à ce que les agriculteurs puissent passer ces toutes premières marches de l'escalier pour commencer. Donc, plutôt que de viser à éradiquer, à supprimer les produits phytosanitaires chimiques, on va plutôt réduire leur utilisation. On diminue les doses à l'hectare et on les combine avec du biocontrôle pour tenter d'arriver à la même efficacité que la solution de référence. Parce que l'idée, c'est d'avoir la même productivité au bout du compte pour Exactement. répondre à cet impératif de santé économique. Ce qui compte, c'est le rendement de l'agriculteur, c'est sa pérennité. Donc, et l'agriculteur, il doit se référer par rapport à quelque chose qu'il connaît. Donc on va chercher l'efficacité qu'il a l'habitude de connaître en progressant justement dans cette démarche-là. Pour l'image, en fait, on va remplacer un véhicule thermique par un véhicule hybride sur un même trajet. On prend la même route, on prend la même voiture, le même trajet, c'est le moteur qui change. Donc on va substituer du pétrole
pour de l'énergie verte, comment on substitue du phyto conventionnel par du biocontrôle. Donc en fait, c'est un petit peu cet objectif-là. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de certains des produits que vous proposez qui sont efficaces? Alors oui, on a deux exemples qui sont de succès assez connus, mais qui témoignent aussi de la difficulté de déployer ces succès-là, ces solutions. Donc aujourd'hui, on sait par exemple remplacer en totalité, 100%, d'un traitement chimique contre les limaces en parcelle agricole par un biocontrôle du phosphate de fer à efficacité équivalente et à coût équivalent. Ces produits existent sur le marché depuis 10-15 ans aujourd'hui. Pour autant, les surfaces traitées par du biocontrôle ne représentent que 30% des surfaces qui sont traitées contre les limaces. Vous voyez, après 10-15 ans. Cela montre la difficulté à évoluer, à changer les pratiques, à changer ses habitudes. Donc cette nécessité d'accompagner par de la formation, par exemple, de la formation, de l'accompagnement, et finalement, chacun doit mettre la main. Tous les acteurs de la chaîne alimentaire doivent mettre la main à la pâte un petit peu pour aider l'agriculteur à prendre confiance, à l'inciter, à bonifier ses pratiques et à l'accompagner. Il n'y a pas que financièrement, il y a l'image de marque aussi, il y a la garantie des achats pour accompagner l'agriculteur dans cette démarche-là. Le mode d'emploi, finalement. C'est pas uniquement le mode d'emploi, on va dire, c'est comment on l'aide à passer le cap et à valoriser, par exemple, à travers un cahier des charges, par rapport à une aide financière en achetant un petit peu plus cher sa récolte, ou alors en améliorant son image de marque vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des clients directs ou de l'agroalimentaire. Directement. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, il est assez connu, sont les trichogrammes, notamment par rapport à la pyrale du maïs. Donc la pyrale, c'est une chenille foreuse qui va manger les cannes et les épis de maïs. On arrive à substituer le traitement insecticide classique par des micro-guêpes qui sont un prédateur du ravageur de la pyrale, donc c'est la lutte biologique, on utilise le prédateur du ravageur, donc on retombe sur nos pattes, ça marche suisement bien. Par contre, la difficulté, le déploiement, aujourd'hui, il est bloqué par quoi? Par la difficulté de mise en œuvre du traitement. Ce sont la plupart du temps des poses manuelles, et donc on ne va pas aussi vite manuellement en posant des trichogrammes qu'avec un insecticide, avec un pulvérisateur par exemple. Donc là, le levier, c'est la mécanisation. Par exemple, l'utilisation de drones par des prestations de services qui vont permettre de parachuter des trichogrammes avec un débit de chantier qui va être aussi rapide, même si ce n'est plus rapide qu'un traitement par pulvérisateur. Encore faut-il trouver des dronistes. Alors voilà, donc la filière se structure. Donc là, on est à des fois sur le combinatoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se structure progressivement parce qu'il nous faut des dronistes qui soient adaptés et suffisamment nombreux dans un temps réduit, parce que les pyrales, ça ne dure pas toute l'année, c'est sur un mois et demi, 2 mois maximum. Et donc, il faut que toute la filière des dronistes puisse répondre à la demande sur une courte durée. Voilà, et donc ça commence à se structurer. Donc, on remplace une solution simple par plusieurs solutions qui nécessitent des adaptations. Mais dans certains cas, ça marche et ça se développe. Donc ça marche. Voilà. Et quand ça bloque, il faut trouver la cause, les leviers et débloquer, déployer. Merci. On va rester dans le vivant, en fait, et cette fois-ci, donc, je voudrais vous donner la parole, Claire, avec cette vision recherche, cette fois-ci plus que innovation, puisqu'on est plus dans la promesse pour l'instant que dans la réalité, avec le microbiote, les microbiotes. Donc, INRAE s'est emparé du sujet One Health. C'était vraiment la première chose. Le monde de la recherche s'est emparé de ce sujet, beaucoup plus que le monde agricole au niveau opérationnel et au niveau de la production. Donc ça, c'est une première chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des promesses qui sont contenues dans le monde des microbiotes, justement pour peut-être arriver à des biosolutions un jour, pour aider les plantes et les animaux à mieux se défendre contre les agressions? Alors, pour commencer, je voudrais rappeler que INRAE, c'est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Donc, on ne dépend pas encore du ministère de la Santé. On dépend agriculture et recherche. On ne dépend pas non plus du ministère de l'Environnement. Et au fond, c'est assez historique aussi de la manière dont on voit cette combinatoire agriculture, alimentation et environnement dans la société en général. Et c'est probable que il y a des représentations qui puissent un petit peu changer. Alors en fait, on est sur une feuille de route dans laquelle INRAE 2030, on a inscrit
On ne l'a pas formulé exactement santé globale, enfin One Health, on l'avait intitulé une approche globale pour la santé. Évidemment, c'est très très proche de One Health. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a accompagné, en fait, dans la dire qu'on s'est complètement emparé du sujet. En fait, on est un peu dans la même problématique d'opérationnalité, hein, de concrétisation de projets qui sont vraiment estampillés One Health. Mais il n'empêche que c'est un concept que l'on partage largement et sur lequel on souhaite bien évidemment travailler. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le schéma One Health, il a évolué depuis une petite dizaine d'années. Parce qu'au départ, en fait, c'était une vision très simple où il y avait les humains, les animaux, l'environnement. Donc en fait, c'était vraiment cette manière de gérer ensemble médecins vétérinaires sur toutes les maladies infectieuses, d'origine infectieuse. Et en fait, c'est invité dans la partie toutes les problématiques d'alimentation, d'obésité, d'exposome, de sensibilité aux pesticides, aux polluants. Et en fait, c'est invité dans cette notion de santé tout un ensemble beaucoup plus large. Et en fait, on s'est mis à décortiquer, mais au fond, l'environnement, qu'est-ce que c'est ? Et l'environnement, c'est l'eau, c'est les sols, c'est l'air, ce sont aussi les animaux, on les avait déjà identifiés, mais c'est aussi les plantes. Et puis aussi, c'est la dimension communauté microbienne, en fait, qui était au fond un petit peu la partie un petit peu présente, mais largement méconnue, cette sorte de biodiversité un peu invisible, qu'on a commencé à caractériser beaucoup mieux quand on a pu développer des approches de séquençage très haut débit. Et là, la technologie est venue à la rescousse de la connaissance en biologie, parce qu'en fait, avant, on était limité par notre capacité à cultiver les bactéries. Du moment où on s'est affranchi de cette capacité de les cultiver, on a pu comme ça les caractériser à très très grande échelle. Et ça, c'est la révolution qui a fait rentrer le monde microbien dans toutes les problématiques actuelles, et on voit l'ampleur que ça prend avec notamment le microbiote intestinal. Voilà. Donc en fait, la manière de redéfinir l'environnement, en fait, ça nous remet dans la complexité du vivant et de ses interactions. Ça veut dire que si on a redéfini les sols, l'eau, les plantes, le piège, ça serait de dire je fais de la santé des plantes, donc je fais du One Health. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler sur ça. C'est historique que les gens travaillent sur la santé des plantes. Et en fait, l'objectif, c'est de dire je fais de la santé des plantes, mais dans une approche One Health, avec toutes les interactions avec le reste de l'environnement et le reste des compartiments qui peuvent être impactés. Évidemment, l'enjeu, c'est la prédiction, l'anticipation et la connaissance des équilibres. C'est-à-dire qu'en fait, le terme de santé, on se rend compte qu'au fond, c'est souvent un équilibre physiologique. Et si on méconnaît ces équilibres, on ne connaît pas les points de bascule qui vont faire passer d'un individu sain, on va dire, en bonne santé, un individu qui est devenu vulnérable, même s'il n'est pas forcément soumis à une infection particulière. Donc c'est dans toute cette problématique-là que, au fond, les communautés microbiennes, elles vont prendre... Elles sont considérées comme un enjeu absolument majeur parce qu'il y a des flux microbiens et on voit bien que ce qui est consommé dans l'alimentation, il y a les déjections animales, ça va dans les sols, ensuite ça peut aller dans les plantes. Donc vous voyez qu'il y a tout un flux microbien en fait qui est très emblématique de ces interactions dans les approches One Health. Alors quand on va parler des microbiotes, en fait de quoi on parle On va parler de l'ensemble des communautés microbiennes qui vivent en symbiose avec des organismes vivants. Les êtres vivants, c'est les humains, c'est les animaux, c'est les plantes. Donc, on va parler, par exemple, aussi de microbiote des sols, parce qu'il y a aussi des communautés microbiennes qui vivent dans les sols. Et si je vous donne quelques chiffres, par gramme de sol, il y a à peu près 50 000 espèces bactériennes, et ça représente à peu près 0,5 mg de biomasse de carbone qui est d'origine microbienne. Donc, en fait, il y a un stockage de carbone aussi par les microbes. Le microbiote intestinal, c'est à peu près 50, alors je reprends toujours les chiffres, c'est 50 milliards de bactéries. C'est à peu près 600 000 gènes microbiens, c'est-à-dire que c'est 25 fois plus de gènes et de fonctionnalités que nous n'en apporte notre propre génome, par exemple. Et donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est dans une nouvelle échelle du vivant, où au fond, on va considérer l'assemblage entre les communautés microbiennes et leur hôte. Et donc ça, c'est une nouvelle échelle qu'on va appeler des holobiontes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'identifier comme étant un holobionte. On n'est pas tout seul, on est avec nos communautés microbiennes. Et en fait, ce sont des populations d'holobiontes qui partagent un même environnement. Et ces populations d'holobiontes, il y a aussi des flux microbiens, évidemment, qui les rassemblent et puis en même temps qui peuvent aussi les séparer. Alors pourquoi on s'y intéresse autant? C'est parce qu'ils ont plein de fonctionnalités, en fait, ces différents microbiotes. C'est-à-dire chez les animaux d'élevage, en fait, ils nous aident à digérer la cellulose, ils apportent des vitamines. Donc en fait, ils ont une fonction absolument vitale.
Ensuite, vous voyez, quand on va parler d'agroécologie, parce que bien évidemment, on peut parler de santé globale et de One Health, mais il faut parler aussi de la transition agroécologique et de la durabilité. Et en fait, on a une vraie préoccupation sur l'efficacité alimentaire, sur le bien-être animal des animaux. Et en fait, les fonctionnalités du microbiote, si on s'intéresse uniquement par exemple au microbiote intestinal, vont être en lien en fait avec ces fonctions vitales que l'on souhaite aussi que l'on souhaite améliorer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple quand on va parler de la fonction ruminale des ruminants, ben, en fait, les archées produisent le méthane qui est actuellement, dont on dit qu'il faut réduire de plus de 30% la production pour arriver à de la décarbonation. Donc vous voyez en fait les enjeux sur la compréhension de la fonctionnalité des microbiotes est majeur en élevage. Et puis ensuite, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur les plantes, mais en fait il y a tous les microbiotes liés aux racines, les microbiotes qui sont sur les feuilles, et en fait il y a la production de métabolites secondaires en fait qui peuvent faire aussi du dialogue entre les plantes, comme ça a été un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Donc on voit qu'au fond, ces communautés microbiennes, elles ont vraiment des fonctionnalités qui sont multiples, donc qui sont pleines de promesses, mais qui nécessitent évidemment de fournir de la recherche qui permettent d'avancer pour avoir des solutions qui sont à la fois robustes et fondées sur de la science. Alors, ce qui est important, on parle beaucoup de ressources génétiques. Et donc, ce qui est important, et je vais peut-être finir un peu sur ce volet-là, c'est qu'au fond, ce sont des ressources génétiques, ces communautés microbiennes, comme la diversité génétique des plantes, comme la diversité génétique des animaux. Et en fait, elles travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'un animal, par exemple, un humain, une plante, c'est une unité qui a co-sélectionné son propre génome en même temps que la communauté microbienne qui va assembler son holobionte. Donc, en fait, il faut raisonner cette diversité génétique comme étant un assemblage. Et autant la génétique de l'hôte, elle existe au moment de la conception, donc elle existe, on va dire, à la naissance, on a sa propre génétique, on va vivre avec. Elle peut être un peu influée par l'environnement, avec ce qu'on va appeler des mécanismes épigénétiques. Et puis en fait, on a cette communauté microbienne qui va se diversifier et qui va un petit peu se moduler au fur et à mesure de modification de l'environnement. Donc ce qui va être majeur, en fait, c'est de travailler la capacité adaptative des individus au regard de la capacité adaptative aussi des microbiotes. Et ce qui sera essentiel, en tout cas en termes de recherche, c'est d'identifier ce que sont des microbiotes favorables pour un hôte, dans des conditions d'environnement qui peuvent être fluctuantes, qui peuvent ne pas tout le temps être optimales. Quelles sont les fenêtres temporelles pendant lesquelles il sera intéressant d'intervenir? Et puis ensuite, avoir en tête que cette diversité des communautés microbiennes, elle est indispensable à préserver, parce que sinon on va fragiliser les individus. Donc autant il faudra être prudent quand on fait de l'amélioration génétique, parce que parfois en fait on a réduit un peu la diversité génétique des populations qui étaient en élevage ou des populations, ou même des grandes cultures. Donc en fait il faut penser cette amélioration génétique en lien avec cette diversité des microbes qui au fond vont apporter une capacité de modulation et d'adaptation au cours de la vie des individus. Et au fond, bien connaître ces interactions, bien connaître la biologie sous-jacente, c'est probablement comme ça qu'on arrivera à identifier des modalités d'action qui sont fondées sur la nature, en essayant de mieux la caractériser. Et on est très très loin d'avoir la connaissance totale sur le fonctionnement et même la caractérisation de ces communautés microbiennes. Voilà, donc elles sont pleines de promesses et il y a déjà des solutions qui commencent à exploiter ces informations, mais on est loin d'avoir encore tout exploré. Donc il faut à la fois de la patience, de la consolidation et puis des bonnes solutions terrain à tester avec les professionnels. Merci. Et je sais que vous utilisez le terme augmenter, donc qui rejoint un petit peu le titre de cette note qu'on présente aujourd'hui, parce qu'en fait, nous, êtres vivants, on est augmenté de notre microbiote, ou de nos microbiotes finalement. Ah oui, alors tout à l'heure avait été évoqué le CHAM, là. Donc j'avais été invitée à un CHAM l'année dernière, et c'était sur une table ronde sur l'homme augmenté. Et justement, j'avais commencé en disant que on est chacun augmenté de notre microbiote. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en fait, il faut préserver cette augmentation naturelle qui s'est construite au cours de l'évolution et qui, au final, se construit aussi au cours de notre propre vie.
Merci. Donc beaucoup de promesses, hein, beaucoup de perspectives. On va retourner dans le monde de la data, du numérique, avec Driss Aitmani. Donc vous êtes expert en e-santé chez Orange et Novacom. Donc vous apportez ici la vision du facilitateur technique, de l'apporteur de solutions, justement sur cette donnée, sur comment aller chercher la donnée, la travailler et finalement la faire parler, pour pouvoir finalement peut-être justement anticiper et agir en prévention. Oui, en fait, tout à fait. En fait, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de données, on va dire, au sens environnemental, au sens végétal, animal, etc. Mais en fait, le plus complexe, c'est quand on veut mixer en fait ce genre de données avec des données personnelles de santé. Et nous, ça fait depuis 20 ans en fait qu'on accompagne les hôpitaux sur ces thématiques d'interopérabilité de données de santé, puisqu'en fait, un établissement comme le CHU d'Amiens, c'est 300 logiciels qu'il faut faire discuter entre eux, et c'est extrêmement complexe. Et depuis 20 ans, en fait, qu'on accompagne les hôpitaux sur les logiques d'interopérabilité, de faire en sorte que les données se parlent, parce qu'elles ne parlent pas avec la même sémantique. C'est une expertise qui est assez complexe. Et en fait, on voit apparaître depuis quelques années de plus en plus d'études cliniques où en fait les données de l'hôpital, on veut les faire sortir à l'extérieur. On a par exemple des initiatives au CHU de Nice où en fait on est en train d'agglomérer un ensemble de données sociales, environnementales, avec des données CAF, avec des données sécurité sociale, avec des données de pathologie, pour quelque part se poser la question, quel est l'impact finalement d'un score de précarité sur sa santé. Donc on commence finalement à se dire, est-ce qu'un patient qui habite dans tel quartier à Nice, avec tel type d'antécédents médicaux, il va plutôt aller vers cette trajectoire de maladie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, on fait rentrer des éléments, certes atmosphériques, mais aussi des éléments de pollution. C'est-à-dire qu'on intègre aussi les données de Atmosud pour se dire, s'il est en plus dans un quartier où il y a beaucoup de circulation, etc., on est en train de se dire qu'il va plutôt aller vers ce chemin-là. Et ce chemin en termes de maladie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, soignants? Donc, nous, on fait qu'apporter les outils. Hein. Nous, on ne fait pas l'étude clinique. On fait en sorte de se dire comment est-ce qu'on génère à partir de données atmosphériques, de données sociales, de données environnementales, un certain nombre de données qui soient significatives dans une logique de scorisation, en fait, d'un patient. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais au final, en fait, on tourne un petit peu tout le temps autour de cette thématique. Comment est-ce que la qualité de nos aliments influe sur notre santé? Comment est-ce que la qualité des aliments qu'on donne aux animaux influe sur la qualité de santé des animaux qui influe sur la qualité de santé humaine? Et la qualité de santé des agriculteurs, puisqu'en fait, on travaille aussi avec des mutuelles agricoles, où on nous pose la question, comment est-ce qu'on pourrait mixer certaines données liées à la manipulation de certains produits avec finalement l'historique de santé d'un agriculteur. Et une composante extrêmement importante finalement dans ce qu'on fait nous au sein d'Orange, c'est la sécurité des données. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous-mêmes qui manipulons les données, typiquement on en parlait encore ce matin, on ne manipule pas des données, nous, personnelles. C'est-à-dire qu'elles ont été pseudonymisées, puis anonymisées. C'est-à-dire pseudonymisées, c'est-à-dire que si on détecte un souci sur un dossier patient, il faut que le professionnel de santé puisse revenir vers le patient en question pour lui... Et quand il s'agit de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle ou d'apprentissage, parce qu'en fait, il faut énormément de données pour que les algorithmes puissent identifier une tendance. Et on ne va pas lui donner à manger des données personnelles. Donc forcément, on va lui donner à manger des données anonymisées. Et à partir de ces données anonymisées, on ne peut même pas remonter à la donnée du patient. C'est-à-dire qu'on va trouver des tendances, et depuis ces tendances-là, on va les appliquer
à des dossiers patients pour dire, ah ben tiens, ce dossier patient-là, pseudonymisé, il va vers telle tendance. Et ensuite, quand on a identifié les dossiers, entre guillemets, à risque, ça remonte chez le professionnel de santé qui en fait ce qu'il a à en faire. C'est-à-dire que c'est lui qui va se dire, ben, comment est-ce que je vais rendre mon patient plus observant vis-à-vis de tel ou tel médicament, parce qu'il vit dans tel quartier de Nice. Et, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que, à la demande des professionnels de santé qui n'arrivent pas à comprendre certains phénomènes, certaines trajectoires de santé de certains patients, ben, eux-mêmes vont dehors pour se dire, ben, tiens, je vais aller chercher d'autres données. Ça peut être des données liées à, ben, tiens, est-ce que l'enfant mange à la cantine? Qu'est-ce qu'il mange à la cantine? Et ensuite, ils viennent nous voir en disant, ben, tiens, j'aimerais bien récupérer tel type de données. Les dates d'épandage, les typologies de marques qui sont consommées par ces enfants-là, etc. Et nous, on se retrouve en face d'une quantité d'informations qui ne sont absolument pas interopérables, qui ne sont absolument pas centralisées. Et en fait, on a un gros travail, nous, derrière, pour se dire, ben, comment est-ce qu'on va... Qui a les données? Est-ce que ces données sont de qualité? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire confiance à ces données-là? Puisque ça aussi, c'est un autre sujet. Pour ensuite, finalement, réintégrer ces données dans les algorithmes qui vont permettre, finalement, de challenger des hypothèses émises par des soignants. Et c'est là où, en fait, One Health est extrêmement important, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire structurer un certain nombre de données pour que demain, elles puissent alimenter le pot du scoring One Health dont on avait parlé au début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on décide au sein d'un territoire d'avoir un score One Health, ben, l'avoir c'est une chose, mais le construire c'en est une autre. Alors nous, effectivement, au sein d'Orange, on peut être garant de la construction d'un score santé à partir de données complètement anonymisées, mais il va falloir intégrer d'autres éléments pour qu'au final, ce score ait un sens. Et se dire, ben tiens, ce territoire-là, il faut absolument améliorer son score One Health. Il est composé d'un score environnemental, d'un score atmosphérique, d'un score social, d'un score de pollution, Économique. etc., économique. Et en fait, on va contribuer à donner finalement des KPI, en fait, des indicateurs clés qui, à un moment donné, vont permettre à des gens qui ne se parlaient pas de parler ensemble pour se dire comment est-ce qu'on peut ensemble améliorer ce score. Ça existe déjà dans le monde de la santé, avec les contrats locaux de santé, où en fait on a l'hôpital, la ville, les professionnels de santé, médico-sociaux qui se mettent ensemble et qui se disent on va améliorer ces indicateurs de santé. L'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'il est possible d'amener d'autres dimensions pour se dire on va essayer d'améliorer un score One Health? Et en fait, on est là pour se dire qu'il y a effectivement du métier, mais il y a beaucoup de technologie. Et au sein d'Orange et Novacom, on se propose aussi de vous accompagner sur ces démarches-là. Bon, donc on a trouvé le facilitateur technique qui nous permettrait peut-être... Un des facilitateurs techniques. Un des facilitateurs techniques qui nous permettrait peut-être d'obtenir ce fameux score, cette note de santé avec un S, score One Health, à l'échelle d'un territoire. À définir évidemment, ce qui est très compliqué de choisir les bons indicateurs et les bonnes personnes, les bons opérateurs de terrain qui remontent les informations, les données pour l'alimenter. Justement sur ce sujet, est-ce que vous souhaiteriez revenir sur comment vos structures pourraient alimenter justement un score de santé d'un territoire ? Alors nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur cet outil qu'on met en place avec nos adhérents pour pouvoir remonter avec des données les plus spécifiques possibles, avec les données appuyées sur vraiment de la traçabilité, un impact carbone. On a nos adhérents, donc qu'ils soient organismes stockeurs, meuniers, industriels ou distributeurs, ont pour beaucoup des activités qui sont quand même locales, et donc évidemment si on travaille avec le même outil, des choses comparables, des périmètres comparables, on peut venir contribuer, apporter au moins cette mesure sur l'aspect carbone
Après, on ne couvrira pas tout. Nous, on aimerait bien pouvoir élargir le périmètre, mais on sait qu'on ne couvrira pas tout d'un coup. Mais notre mission, c'est déjà de contribuer à cette échelle, sachant que dans notre cahier des charges, on intègre une logique de pratique favorable à la biodiversité. On est reconnu pour ça. Et on a en objectif tout ce qui va avec, c'est-à-dire évidemment une culture, comme le disait Adeline tout à l'heure, c'est le sol, c'est l'eau, c'est l'air, c'est un ensemble combiné. Et donc le carbone, c'en est qu'une partie, mais bon, c'est la première contribution qu'on peut espérer mesurer de notre côté. Merci. Arnaud, Par rapport à la même question. la contribution à un score ONELS territorial. Oui, alors au niveau des biosolutions, on n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Hein, donc évidemment, on a cette idée de scoring déjà rien qu'à notre niveau, c'est-à-dire que comment on arrive à mesurer la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires avec différents indicateurs. On en a parlé au sein de l'agriculture, le NODU, le fameux NODU, les IFT, etc. On pourrait aussi avoir des indicateurs d'utilisation, de substitution par du contrôle. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est comment on tire tout ça vers le haut et qui est l'opérateur final pour tirer tout ça, c'est le consommateur. Donc l'intérêt de la notation, on l'a vu avec le score nutritionnel par exemple, c'est d'essayer d'éclairer le choix du consommateur. Donc il faut arriver à intégrer 150 paramètres dans une seule et unique note finale. Comment on pondère tout ça? La note globale, les débats sur la note globale montrent que c'est compliqué, mais pourtant c'est intéressant. Et donc il n'y a pas qu'une note, il y a aussi les labels. On a des labels qui fonctionnent auprès du consommateur. Le fameux zéro résidu de pesticides, pourquoi il marche auprès des consommateurs? Tout simplement parce que c'est facile à comprendre. Le consommateur se dit, dans ce produit-là, je suis garanti que je n'ai pas de résidus de pesticides. C'est ce qui marche aussi avec le label agriculture biologique, parce qu'il est plus ancien et qu'il est connu. Et c'est ce qui fait que le label HVE, haute valeur environnementale, ne marche pas, parce qu'il est absolument incompris par le consommateur. Pourquoi il a fonctionné sur la filière vin? C'est tout simplement parce que la distribution, les GMS, ont sélectionné pour s'approvisionner des vins uniquement HVE. Donc c'est le business qui a drivé. Mais voilà, il n'y a pas qu'une note, il n'y a pas qu'un score, c'est certainement une combinaison de scores qui puissent répondre aux différentes attentes du public. Chaque score trouvera son public. Meilleure compréhension du consommateur. Claire. Oui, alors en fait la difficulté c'est l'accumulation des scores, hein. Lequel est le plus important, lequel parle le plus, lequel va être prioritaire par rapport à un autre. Donc je pense qu'il y a on est un peu vers, parce que parfois ils sont en contradiction, hein. Donc je pense qu'il y a un vrai travail sur le sens qu'on veut donner à ces scores, sachant que les données elles existeront pour créer des scores. On n'est pas en mal de données. Alors encore faut-il, et ça serait peut-être le travail un peu de la recherche, d'identifier les meilleures données, les meilleurs indicateurs, les meilleurs marqueurs pour qualifier ce qu'on veut faire dire à un score. Donc ça, il y a un vrai travail, mais il y a quand même énormément de données qui sont existantes. Donc moi, mon souci, c'est au fond, là, il est mentionné le score One Health avec service pour santé. On va parler de services, de paiement pour services écosystémiques. On va parler de paiement pour services à la décarbonation. Donc en fait, plutôt que de dire au fond comment on pourrait améliorer les indicateurs, moi je pense qu'il faudrait redéfinir au fond ce que sera le métier des agriculteurs de demain, qui au fond vont produire de la biomasse, hein, ils vont produire des cultures, ils vont produire de l'alimentation. Mais en fait, vous allez produire des données, vous allez produire des services qu'il va falloir au fond rémunérer à leur juste valeur. Et en fait, je pense que tout ce rôle, à la fois lié à l'environnement, le rôle sociétal, et au fond, One Health, c'est un bon vecteur au fond pour qualifier ce métier un petit peu revisité de l'agriculture, même s'il a, on va dire, le métier de base, effectivement, c'est de produire de la biomasse. Mais je pense qu'il y a un véritable enjeu à bien qualifier au fond tous les services rendus par l'agriculture et les agriculteurs, et peut-être que les scores seront une manière, au fond, de les objectiver. Merci. Driss. Non, l'idée, c'est effectivement ça. C'est qu'à un moment donné, si on veut avoir un territoire One Health, à travers des scores,
et pas seulement un seul score potentiellement, mais ça peut être une moyenne, identifier finalement sur toutes les dimensions One Health, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer finalement soit le score global, soit des scores qui sont liés soit à la partie carbone, à la partie alimentation, à la partie santé. Mais en tout cas, se dire que demain, il n'y a plus une seule politique globale nationale qui doit s'appliquer de façon indifférenciée sur tous les territoires, un peu comme l'a dit Adeline tout à l'heure, entre ici et à 3 km, les terres ne sont pas du tout les mêmes, les traitements ne sont pas du tout les mêmes à appliquer pour obtenir des produits qui seront potentiellement complètement différents. Mais essayer de rendre compte finalement de cette diversité à l'intérieur d'un territoire et à travers ces scores, avoir une sorte de démarche personnalisée qui intègre aussi bien des indicateurs sociaux, mais aussi des indicateurs médicaux, des indicateurs d'alimentation. Et c'est ça, en fait, qui serait qualifié de démarche One Health. Mais aller plus loin dans une démarche One Health sans avoir finalement une vision peut-être un peu caricaturale, mais des différentes dimensions sur lesquelles il faut agir pour être dans une démarche One Health qui soit positive, ça va être un peu compliqué de rendre opérationnelle finalement cette logique One Health. Et l'idée, c'est d'améliorer le score général. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci de vos interventions. Donc voilà, bah écoutez, on est prêt pour peut-être un deuxième nuage de mots. Si vous voulez refaire ce petit exercice de tout à l'heure, quels sont les 3 mots maintenant, à l'heure H, qui vous viennent en tête pour le mieux caractériser One Health et le mieux le faire progresser pour qu'il devienne plus opérationnel? Est-ce qu'on arrive à peu près au même mot que tout à l'heure ou pas? Après tout ce qu'on vient d'entendre. Alors là, oui, le microbiote, évidemment, tout à l'heure, on ne l'avait pas. Bon, je crois que territoire communication, on les avait déjà beaucoup tout à l'heure. Donc là, évidemment, on est plus dans les innovations. Encore quelques secondes. Tout ça évolue. En tout cas, c'est très varié. Hein. Je vois qu'il y a peu de mots qui se détachent vraiment du nuage de mots. Il y a une diversité de mots-clés. Bon, territoire, communication, recherche, interconnexion. Le microbiote, ça a beaucoup marqué hein, quand même. Bon, bah, merci beaucoup pour vos participations à distance et puis dans la salle pour ce petit exercice. Je trouve que c'était assez intéressant pour marquer les esprits aussi de ce qui ressort de ces discussions. Et puis bah, maintenant, la parole est à vous pour des questions. Eugénia. Oui, bonjour. Eugénia Pomaris, donc je suis directrice affaires publiques pour Bayer. Donc entreprise effectivement sur déjà 2 pans de ce qu'on a vu aujourd'hui, la santé humaine et l'agriculture. Moi, je voulais revenir sur d'ailleurs des propos introductifs avec l'aspect de la définition, avec une remarque, peut-être même un regret. Pour moi, la santé des plantes devrait être au même niveau que la santé humaine et animale. Et après, peut-être effectivement la santé environnementale comme un socle ou comme un lien entre ces santé. Je pense que c'est important parce que quand on cherche des solutions, et notamment ce qu'Arnaud a pu évoquer en matière de santé des plantes, je pense qu'il y a en matière de recherche, en matière d'innovation, l'importance de reconnaître que la santé des plantes, bon, il y a des spécialistes de cette santé des plantes, et tant qu'on n'aura pas décodé, probablement même avec tous les outils modernes, cette santé, on aura toujours des difficultés à apporter des solutions. Donc ça, c'était la remarque. La question par rapport au microbiote, qui est quand même un élément complètement fascinant de cette recherche aussi.
et tout ce qui est microbiome, et peut-être même une explication scientifique à des choses qu'on appelait dans le temps comme terroir, le lien entre plantes, sol, voilà, qui étaient des bases de l'agronomie sans forcément pouvoir les expliquer. Ma question pour Claire Rogel-Gaillard, c'est au niveau de la recherche, justement, pour aller plus loin de ce qu'a pu expliquer Arnaud sur la combinaison des solutions, qui passe probablement par la génétique, l'agronomie, le choix des parcelles, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a justement des recherches sur non seulement le microbiome, mais aussi sur la combinaison de ces aspects-là pour pouvoir, en quelque sorte, faire exprimer le potentiel des plantes aussi en termes de résistance naturelle. Voilà. Est-ce que, par rapport à cet aspect vraiment santé des plantes, quelles sont les pistes en matière de recherche? Merci. Merci Eugénia. Et donc, selon Agridé, on situe bien la santé des plantes au même niveau que la santé des animaux. Alors, je peux commencer à Allez-y, répondre. Claire. Alors, je vais sûrement vous décevoir sur toutes les pistes de recherche sur les plantes, mais je voulais juste rebondir déjà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur mettre au même niveau toutes les santé, en fait. C'est-à-dire que tout est important. Et c'est vrai que le parti d'assumer une vision très anthropocentrée, bon, c'est exprimé, c'est assumé, mais en fait, je suis assez d'accord sur le fait qu'au fond, ce qu'il faut, c'est considérer à égale importance, en fait, tous les travaux qui sont conduits en santé sur les différents compartiments qui constituent l'ensemble. Et parce que sinon, il y a toujours les plus importants et les moins importants. Hein. Il y a ceux qui sont plus égaux que d'autres. Alors, en fait, on va donner plus de moyens à l'un qu'à l'autre. Voilà. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose, effectivement, qui m'avait interpellé aussi. Mais bon, c'est un parti pris assumé, expliqué. Donc, c'est pas un sujet, mais je vous rejoins sur cette question-là. Alors ensuite, en fait, les microbiomes, il y a énormément de travaux qui sont conduits, notamment à INRAE, pour essayer de comprendre, au fond, quels sont les microbes, les composés microbiens et les métabolites secondaires qui, au fond, apportent des spécialisations aux plantes. Voilà. Et alors ça, je ne vais pas me lancer dans un long dialogue là-dessus parce que je pense que vous êtes mieux placé que moi pour donner des exemples. Mais le vrai sujet, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va parler des communautés microbiennes, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'elles sont en capacité de produire. C'est quoi les composés qui vont générer la fonctionnalité qui va être utile aux plantes. Voilà. Et c'est tous ces travaux-là en fait qui sont conduits. Et puis ensuite, donc il y a énormément de culturomique, hein, c'est-à-dire qu'il y a du criblage pour savoir au fond tous les gènes microbiens, quelles sont les fonctionnalités qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il y a tout un travail sur la reconstitution des microbes, parce qu'une fois qu'on a fait du séquençage, on n'a pas forcément reconstitué les espèces microbiennes. Et puis ensuite, tout ce qui est travaillé, c'est le dialogue aussi hein, entre la plante et puis les molécules spécialisées qui sont produites, et puis tous les apports de nutriments. Voilà, donc en fait, beaucoup de collègues sur les plantes travaillent sur les métabolites spécialisés. Qui sont produits par les plantes, mais qui sont aussi produits par les communautés microbiennes. Arnaud, vous vouliez compléter ? Oui, en complément, donc sur un domaine que je connais finalement pas si bien que ça, le microbiome, en fait, on a deux objectifs. Il y a le microbiome humain, il y a le microbiome des plantes, il y a les interrelations sol-plante, le système racinaire, toute la rhizosphère sur laquelle on peut agir pour améliorer la santé des plantes. Donc ça, c'est aussi l'objectif de la microfertilisation. Donc c'est essayer de mieux comprendre comment fonctionne ce lien sol-plante et les discussions entre plantes pour pouvoir faciliter, améliorer la protection des plantes. Et là, on est encore très très loin d'un objectif derrière de mise en marché de solutions. Et puis il y a aussi indirectement, par une meilleure caractérisation du microbiome, certainement, d'aller screener là-dedans des microbes bénéfiques qui vont nous permettre, nous, de trouver des solutions pour lutter contre telle et telle maladie et d'en faire du biocontrôle ou d'en faire des biostimulants. Donc il y a ce que fait la nature, il y a ce que peut faire l'homme pour augmenter, à nouveau, on est à nouveau dans de l'augmentation, pour pouvoir améliorer cette santé des plantes. Mais c'est encore nouveau. Dans le biocontrôle, on a des micro-organismes que l'on utilise, mais c'est une toute petite partie de ce qu'on va certainement découvrir dans les prochaines années. Et on compte aussi énormément sur la recherche fondamentale de l'INRA et aussi, on en parlait tout à l'heure, des partenariats publics-privés pour pouvoir faire redescendre toute la recherche fondamentale en recherche appliquée et inversement pour que la recherche appliquée puisse driver la recherche fondamentale. On est vraiment dans de l'échange, dans l'interaction. Une autre question à distance. Est-ce qu'il y avait des questions aussi ? Je prends déjà à distance et après je prends votre question.
Oui, il y a plusieurs questions à distance. Alors, une de Marc Volmer. La démarche CRC concerne essentiellement le blé et demain, pourquoi pas les oléagineux, protéagineux, maïs à destination de l'alimentation humaine. Donc, c'est sans doute une question pour Anne Piget. Oui. Alors, actuellement, effectivement, on a dans les cahiers des charges le blé tendre, le blé dur, le sarrasin et le grand épeautre. Et là, prochainement, devrait arriver le colza et l'orge. Donc, on essaye d'étendre les productions, sachant qu'on est dans une logique de filière où on essaye de produire quand on a une demande. On met en place, on travaille avec, on ne va pas avoir un organisme stockeur qui va produire si derrière personne n'achète la marchandise. Donc en fait, on a besoin de cette logique qu'on a en filière de dire on produit parce qu'on a une demande derrière. Donc au-delà du simple cahier des charges de production, on a besoin aussi de ce partenariat avec les maillons suivants de la chaîne pour que la production serve à quelque chose et soit valorisée pour l'agriculteur avec la prime qui convient évidemment pour son travail. Alors, une question dans la salle. Oui, on a parlé des animaux domestiques, essentiellement. Il y a aussi la faune sauvage, qui est aussi vectrice de maladies. En ce moment, la grippe aviaire, on a eu d'autres maladies, la tuberculose avec les cervidés. Quelles sont les dispositions qui existent pour contrôler, en dehors des agents, par exemple, de l'Office français de la biodiversité qui voient des animaux malades, est-ce qu'il y a des politiques qui sont prévues pour le contrôle de ces maladies et leur insertion dans la maladie, le One Health? Annie Charles, je suis l'ancienne directrice juridique de l'Office de la chasse et de la faune sauvage. Alors là, moi, j'avoue que je ne vais pas trop pouvoir répondre. Je sais que nous, au niveau de notre filière, on essaie réponse plutôt peut-être dans la salle. de protéger plutôt que de recenser. Bonjour, donc Sandrine Lyonnais, au syndicat des vétérinaires. Oui, il existe une plateforme d'épidémiosurveillance qui s'appelle SAGIR. Donc où là, il n'y a pas du tout que l'OFB qui y intervient. Il y a l'ensemble des vétérinaires qui y ont accès pour pouvoir déclarer les animaux qui vont être retrouvés, donc chez monsieur et madame tout le monde, chez des professionnels, et tout type d'animaux, donc y compris les chasseurs qui vont être les premiers concernés par les animaux récupérés. Et ensuite, donc ces animaux ont des prélèvements qui sont envoyés en analyse, et c'est une plateforme d'épidémiosurveillance à l'identique du RESP qui existe en chevaux et de l'ESA qui existe au niveau alimentaire. Ça va très très au-delà, très très au-delà. Oui, mais c'est passé autre chose et on est arrivé au PNSE 4 entre autres, et donc dans le PNSE 4 on intervient sur les 3 santé. Alors je sais, 3 santé c'est un peu court, mais bon ça s'appelle comme ça. On intervient sur les 3 santé et un des objectifs qu'expliquait Emmanuel Soubéran tout à l'heure, les indicateurs c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, mais un des objectifs au niveau des indicateurs c'est de mettre l'ensemble des systèmes d'épidémiosurveillance en connexion. Les humaines, les animales, quelles qu'elles soient au niveau animal, quelles qu'elles soient au niveau humain et également au niveau végétal. Donc là, ça va être la Fredon. Sophie Bauer, vous vouliez réagir aussi. Oui, alors pour revenir sur un sujet sur lequel on est passé très vite, qui est l'épigénétique. En fait, depuis Darwin, on pensait qu'il y avait des mutations au hasard et que c'était l'environnement qui les rendait plus ou moins favorables et qui faisait qu'elles perduraient. Et puis maintenant, on sait qu'en fait, l'environnement provoque les mutations. C'est-à-dire que suivant la manière dont se pelotonne la double hélice d'ADN, eh bien, il y a des gènes qui deviennent plus ou moins accessibles et des parties de ces gènes qui vont s'exprimer ou pas s'exprimer. Et agissent là-dessus en particulier les perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, il y en a dans les plantes. La mélisse, par exemple, c'est un perturbateur endocrinien, donc de façon naturelle. Et puis, il y en a aussi dans la chimie, bien évidemment. Et le souci, entre guillemets, de ces perturbateurs endocriniens, c'est que ces modifications d'ADN, elles sont transmissibles. Elles sont transmissibles à la descendance. Et on a vu, par exemple, sur des souris qui, par perturbateurs endocriniens, étaient rendues obèses, cette obésité, elle est transmissible jusqu'à la 7e génération de souris. On en est là. Donc, c'est loin d'être anodin. C'est très important et sur la santé animale et sur la santé humaine.
Et c'est de ça qu'on parle aussi quand on parle de maladies environnementales et de pression de l'environnement avec tous ces perturbateurs qui peuvent être dans l'eau, dans l'air, dans les sols, puisque ça peut aller jusqu'à l'infertilisation de certaines espèces. Voilà. Et en particulier dans les pays, dans nos pays industrialisés, eh bien, on a un problème de spermatogénèse, puisque ces messieurs font 2 fois moins de spermatozoïdes qu'avant, et en plus, ils sont moins mobiles, donc ils sont moins efficaces. Donc c'est un vrai enjeu de pérennité de l'espèce humaine dont on parle ici, et aussi de l'espèce animale, puisqu'il y a des poissons qui changent de sexe aussi, et qui donc peuvent plus se reproduire de la même manière. Donc on est en train de perdre certaines espèces par ces phénomènes-là. Donc voilà, c'est loin d'être anodin. Et quand on parle de la chimie, on parle aussi des gens qui manipulent ces molécules. Hein. Tout à l'heure, je stigmatisais absolument pas les agriculteurs, que ce soit bien clair. Ils ont répondu à une injonction après-guerre qui était nourrissez massivement, vite, en grande quantité, et donc ils l'ont fait. Et puis après, on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces techniques étaient effectivement délétères sur la santé long terme et délétères sur la planète. Et donc on est en train d'essayer de trouver, et monsieur en est l'exemple, un certain nombre de techniques avec moins d'effets secondaires, si on peut dire. Hein. Nous on pratique les médicaments dont on dit que tout médicament efficace a des effets secondaires. Ben là, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que les techniques chimiques qu'on avait, qui étaient très efficaces, ont de nombreux effets secondaires dont on voit les effets à long terme. Et nous, on voit énormément de maladies de Parkinson chez les agriculteurs. Un certain nombre ont réussi à le faire reconnaître en maladie professionnelle. C'est compliqué parce qu'évidemment, les services sont réticents. Et nous, on a un exemple dans le Loiret. On avait un agriculteur qui notait tout. Alors, vous parliez de la traçabilité. Ben, lui, il avait fait la traçabilité avant la lettre. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il a fait ses petits cahiers où il marquait scrupuleusement la date, l'étiquette, il collait l'étiquette du produit qu'il utilisait. Il a fait ça pendant 50 ans. Et donc, quand il a déclenché une maladie dont on sait qu'elle peut être liée, il a réussi à la faire reconnaître. Mais enfin, c'était quand même... Il avait fait la traçabilité pendant 50 ans, avant tout le monde. Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Et après, l'heure tourne. Oui, bonjour Martine L'Aiguille-Valoise. Je suis à la base avocat en agroalimentaire, mais j'étais député et responsable de l'agriculture et de l'agroalimentaire à l'Assemblée nationale. Pour finir, je fais tout mon panégyrique dans la présidente de fédération agroalimentaire et aujourd'hui redevenue avocat. Ma question, première chose, il me semble que dans le One Health qu'on nous présente, il y a un petit peu d'oubli de toute la filière agroalimentaire. Il vient d'en être question parce que quand on parle de tout ce qui est chimique ou autre, il y a aussi la filière agroalimentaire. Mais j'ai surtout une grosse part d'étonnement. C'est qu'il y avait un programme européen. C'est pas vraiment à vous qu'elle s'adresse la question. Ça serait plutôt à Monsieur Mariotte qui était là tout à l'heure. En fait, moi, je suis témoin depuis de très très nombreuses années de tous les efforts qui sont faits en agriculture. Je suis admirative. On en est responsable. On a fait une montée en gamme. Et je vous parlais à l'instant du programme européen. Il y a un programme européen qui vient de se terminer, piloté par l'ANSES, avec de très nombreux pays sur One Health. Ici, la discussion qu'on a me semble être ce qu'on a fait toutes ces dernières années. C'est presque de parler de développement durable et de montée en gamme. Surtout de montée en gamme. Vous parlez des scores, vous parlez de toutes ces choses-là. Et là, j'arrive sur quelque chose de très terre-à-terre. C'est que nous, on a échoué, puisqu'aujourd'hui, les gens ne l'achètent pas. Parce que les périmètres ne sont pas les mêmes, les exigences dans tous les pays ne sont pas les mêmes, les coûts ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, on parle de One Health en France. J'ai l'impression que le périmètre est beaucoup plus exigeant, mais il a un coût. Alors, comment est-ce que on arrive en France? Oui, on est sur la même longueur d'onde. C'est très compliqué d'envisager One Health simplement à l'échelle française. C'est monsieur qui se retourne vers moi pour rappeler ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que, je répète, comment, dans la dimension One Health en France,
On peut faire ce sur quoi, je l'avoue bien volontiers, on a échoué et sur lequel on se pose beaucoup de questions aujourd'hui en politique. Comment on fait pour l'acceptabilité de toutes ces choses qui sont pourtant indispensables et demandées par le consommateur? Merci. Oui, le sujet, c'est vraiment One Health et RSE, en fait. Hein. Marie-Cécile, il y a des questions consommateurs aussi qui peuvent compléter la question de Martine. Justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu entre tous les labels publics, privés ou flatteurs de perdre un peu les consommateurs? Et aussi, il y a une proposition de redevance dédiée à One Health payée par le consommateur sur chaque produit agricole, même issu de pays tiers, pour aider les agriculteurs à la transition. Alors, est-ce que quelqu'un de la table ronde voudrait réagir à ces deux questions? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on a une vraie question sur comment on définit la souveraineté alimentaire et comment on définit la bonne échelle pour cette souveraineté alimentaire. Voilà. Donc, la souveraineté alimentaire, comme disent mes collègues, c'est au fond comment un pays peut décider pour lui-même, plus qu'au fond la disponibilité en denrées à un instant T, quoi. Donc un souverain, c'est quelqu'un qui pouvait décider pour son territoire, pour son pays. Voilà. Donc en fait, la vision européenne de la production agricole et au fond de normes, ça c'est effectivement quelque chose qui est plutôt à promouvoir. C'est une question éminemment politique, mais quand on voit les critiques qui sont opérées sur les importations, les exportations, sachant que les pays tiers, ils ont aussi besoin de produire pour subvenir à leur économie. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un vrai enjeu sur la définition de l'échelle à laquelle on travaille cette notion de souveraineté et d'approvisionnement, et puis de normes qui seraient partagées. Et l'échelle européenne, c'est une échelle majeure en fait pour y réfléchir. Mais ensuite, pour la difficulté, c'est la désagrégation à une échelle opérationnelle. Et au final, je salue votre travail sur l'aspect territorial, parce que c'est pas parce qu'on parle de territoire qu'on parle plus d'Europe et qu'on parle plus de monde. Et en fait, c'est pas exclusif. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se dire que c'est exclusif. Et ensuite, il y a une forme d'opérationnalité qui, effectivement, peut s'exercer à l'échelle du territoire. Mais il ne faut pas oublier l'échelle plus vaste dans laquelle doivent s'organiser aussi l'économie, en fait, et la société. Après, juste un petit complément, je dirais que effectivement tous les consommateurs ne peuvent pas ou ne veulent pas payer, c'est vrai. Par contre, il y en a qui peuvent, il y en a qui veulent, et donc je pense qu'il faut répondre à ça aussi, et que c'est toujours une logique de commencer et de faire. Si on part du principe qu'il n'y a personne en face pour acheter, on ne fait rien, on n'avance pas. Donc je pense qu'il faut quand même avoir un peu une logique optimiste et se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on essaye de contribuer chacun à sa mesure, à cette santé globale. Merci. Alors j'ai deux questions et ensuite une intervention. Plus qu'une question sur réponse, plutôt pour la question à niveau européen, ça existe plusieurs initiatives. Nous, notamment, on travaille avec un projet une initiative qui s'appelle One Europe for Global Health pour influencer sur la stratégie de santé globale de la Commission européenne sur l'approche One Health. Et donc déjà, un engagement de la société civile à niveau global, je pense que c'est essentiel. Deuxièmement, à niveau au-delà de l'Europe, la réponse, c'est la décentralisation de la gouvernance. Ça existe déjà à travers le quadripartite, donc l'ensemble de 4 agences des Nations Unies, l'UNEP, le FAO, l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé animale. Mais encore une fois, ça reste à niveau intergouvernemental, ça manque le côté société civile à niveau supranational. Donc je pense qu'une solution, c'est ça. La gouvernance doit être décentralisée. C'est parce que les personnes n'ont pas envie de payer. Hein. Il y en a très peu qui ont envie de payer. Armelle. Merci. Je vais essayer d'être très très brève, mais voilà, je voulais remercier chacun d'entre vous, les deux tables rondes, la richesse des échanges. Merci aussi Madame Bauer pour les échanges que vous venez de réouvrir
Pardon, excusez-moi, Armelle Hébert. Je suis investie depuis 2021 dans la fondation Une santé durable pour tous, dont vient de parler Casimiro, Jennifer aussi, et puis par exemple le professeur Patrice Debré qui a coordonné avec nous le groupe de travail sur cette volonté d'intégrer le volet environnemental dans la mise en œuvre du One Health, parce que comme vous le disiez Claire, effectivement, tous nos corps, qu'on soit un être humain, qu'on soit un arbre, qu'on soit un animal, qu'on soit un élément le plus petit ou le plus grand de la biodiversité, nos corps sont constitués d'eau, entre 70 et 90%. L'air que l'on respire, on ne peut pas le choisir. Et toutes nos alimentations, qu'elles soient végétales ou animales, viennent de la terre. Donc à partir de cela, nous sommes tous des poissons plongés dans l'environnement. Et je vais vraiment essayer d'être brève, mais il y a déjà beaucoup de choses sur ces sujets. Ça fait du consensus sur un certain nombre de points qui ont été abordés tout à l'heure, notamment par Olivier, en disant plutôt français, on a un cadre international onusien qui donne un plan d'action conjointe. On a un guide d'implémentation porté par les 4 organisations onusiennes qui va donner des guidelines, des axes de direction pour la mise en œuvre au niveau des territoires. Et bien entendu, comme le disait Casimiro, la gouvernance doit être territoriale et décentralisée, puisque c'est les territoires qui sont les gardiens et les garants des écosystèmes essentiels. À Lyon, en 2023, en juillet, on était 3 jours tous ensemble avec un certain nombre de pays, comme par exemple le Bangladesh, le Liban, le Sénégal et le Brésil, entre autres de toutes les parties prenantes qui sont engagées aujourd'hui, avec les banques multilatérales de développement notamment. Il y a un certain nombre d'acteurs du One Health au sens large. Et à la fin, effectivement, de ces 3 jours, on avait une table ronde un peu en débrief. Et une personne de l'OMS disait en anglais « Why did this health system failed ?» Parce qu'effectivement, si on regarde de façon très macro, les dépenses de l'ODD santé, on est sur des téradollars qui ne font que d'exploser. Donc on continue à soigner les gens, effectivement, et on continue à charger les sols. Et on se rend bien compte qu'il va falloir faire des choix qui sont des choix hautement politiques, parce que le One Health, c'est un sujet hautement politique, et qu'effectivement, il faut se demander ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut continuer à traiter les sols et les plantes dans la limite de leur biologie cellulaire, parce que c'est de ça dont on parle, ou bien, et puis les personnes, ou bien est-ce qu'on veut mettre effectivement de l'investissement dans nos communs, que sont la qualité du cycle de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des sols. Et fondamentalement, oui, donc en fait, ma question, c'était, je reviens effectivement aussi, parce qu'on parle de l'empreinte chimique sur l'ensemble du vivant, et j'étais très intéressée de voir effectivement, notamment sur ce sujet fondamental du microbiote, s'y sont prises en compte aussi la question du dialogue entre l'empreinte chimique sur le microbiote et comment le microbiote effectivement se comporte. Le tout simple exemple qui est aujourd'hui mondialement connu, on a une pression de sélection des antibiotiques sur le génome des pathogènes qui va générer l'antibiorésistance. Que sait-on de l'empreinte chimique de l'ensemble des molécules des faibles doses sur le microbiote commensal de l'ensemble des organismes? Et je terminerai juste, excuse-moi Marie-Cécile, mais ça me paraît important. On a une réglementation de la Water Framework Directive qui adresse à peu près 70 substances au niveau européen. Ça constitue le statut chimique. On sait dans l'ensemble des 10 ans de projets européens financés par les citoyens européens pour aller accompagner la stratégie européenne vers un environnement aquatique non toxique, que la contamination chimique de toutes les masses d'eau de surface, donc les eaux douces, on est sur du 70 000 à 100 000 substances chimiques sur l'ensemble des masses d'eau. Donc en fait, on peut vraiment s'interroger de la qualité de l'eau qui rentre dans nos ressources et nos filières de potabilisation, et quid de l'impact de cette empreinte chimique sur le génome, en sachant que sur l'ensemble du génome de la biodiversité, au-delà de la santé humaine, c'est pendant les 1000 premiers jours du développement embryonnaire que se constituent les pathologies chroniques. Donc c'est un vrai sujet, et je remercie Madame Bauer d'avoir introduit cette journée, cet après-midi, et d'avoir rappelé ce sujet de l'empreinte chimique sur le génome du vivant, qui est fondamentalement un sujet One Health. Et on ne peut pas faire du One Health en marchant sur une jambe, c'est-à-dire le côté pathogène et zoonose. Il faut absolument qu'on prenne en compte le volet de l'empreinte chimique silencieuse, qui est en dehors de tous les radars de la réglementation, et qui, effectivement, peuvent se transmettre sur 4 à 5 générations, et c'est publié chez le rongeur, mais aussi chez l'homme. Excusez-moi, je vous remercie. Merci Armelle.
Je peux répondre brièvement. Les travaux en épigénétique, il y en a beaucoup qui sont conduits. La période des 1000 premiers jours, plein de collègues travaillent dessus parce que c'est une période absolument majeure, y compris pour le développement du microbiote intestinal. Un petit mammifère, il est stérile à la naissance et au fond, la diversification de son microbiote sera liée à son environnement. En fait, ce qu'il faut, c'est réfléchir au concept de la génétique de demain, en fait. Parce qu'en fait, on va assembler du microbiote qui va pouvoir varier au cours de la vie, de l'épigénétique qui, au fond, va être fonction un peu de l'environnement. Une partie peut être transmissible, et puis la génétique de l'autre. Et jusqu'à présent, on a surtout travaillé sur la variabilité génétique inscrite dans le dur sur le génome. Donc il y a des puces d'épigénotypage, par exemple, qui se développent chez les bovins pour associer la compréhension de la diversité génétique, des polymorphismes du génome et des variations liées à des marques épigénétiques. Donc en fait, ce travail-là, ça nécessite de reconceptualiser, au fond, comment on caractérise la variabilité génétique, qui est évidemment source de variabilité, enfin phénotypique, hein, c'est un vocabulaire un peu, et en même temps source de capacité d'adaptation. Voilà. Et ça, c'est comment on va redéfinir, comment on va reconceptualiser, comment on va refaire des équations de prédiction avec toutes ces informations. Ça, c'est vraiment les enjeux de la génétique de demain. Alors une dernière remarque avec Sandrine Lyonnais, qui a été une des artisanes quand même de ce travail, de groupe de travail et ensuite de rédaction de la note. Donc moi, c'était plus pour intervenir par rapport à notre positionnement, par rapport à l'Europe et par rapport à notre choix agricole. One Health, comme l'a dit Emmanuel Soubeyran, c'est une notion qui importe sur beaucoup de choses. Nous, on a pris l'angle agricole parce que c'est notre ADN chez Agridé, mais on aurait pu prendre les transports, on aurait pu prendre les communications, on aurait pu prendre les voyages. One Health, c'est vraiment un concept qui va au-delà de simplement la santé et de simplement l'alimentation. Pourquoi sur la partie territoire européen, l'alimentation, il y a eu, si j'ai bien compris, un écueil? Eh bien peut-être tout simplement qu'il y ait une politique agricole commune en Europe, mais il n'y a pas une politique agroalimentaire commune en Europe. Peut-être que c'est déjà là le début du problème, ça peut être notre prochain sujet, pourquoi pas. Mais effectivement, l'Europe est peut-être une dimension trop grande pour réussir à faire du One Health territoire. Et si déjà on n'arrive pas à avoir une action en local, alors le local n'a pas de sens parce que ça peut être la ville, ça peut être la rue, ça peut être le pays, ça peut être la région, qu'importe, et on s'en fiche un peu d'ailleurs. S'il n'y a pas de concertation au niveau local, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas d'action, ça reste du concept. Sur ce, à toi Marie. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes. Juste un dernier mot et après je vous libère parce qu'on est déjà super en retard. Voilà, donc la note vous la retrouvez sur le site. Mais simplement une annonce, le 6 juin prochain se tiendra notre Assemblée Générale et on aura une conférence à cette occasion dans cette salle même. Le thème sera relance productive dans un contexte européen. Voilà, merci à tous de votre attention jusqu'au bout.